Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de lancement de l'antenne du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone en Côte d'Ivoire. Je suis Kossi Balao, le président du réseau et le modérateur aussi de cette magnifique session sur la façon dont les journalistes doivent traiter les questions ou les sujets scientifiques dans les médias. Pour ce webinaire, je ne suis pas seul. J'ai avec moi en principe trois excellents journalistes. Il y a Julien qui monte pour le moment. Des journalistes qui vont partager avec vous les clés pour un meilleur traitement médiatique de la science. Mais avant de vous les présenter, j'aimerais vous parler brièvement du RJSAF et de ce que nous faisons. Nous sommes un réseau de journalistes, un réseau qui encourage, valorise et promeut le journalisme scientifique en Afrique francophone. Nous sommes une communauté de femmes et d'hommes de médias convaincus du rôle central de la science dans la société. Et nous sommes désireux de former la nouvelle génération de journalistes scientifiques en Afrique. Notre réseau est une association à but non lucratif qui est née à Lausanne, en Suisse, en 2019, lors de l'atelier francophone. C'était à l'occasion de la 11e conférence mondiale des journalistes scientifiques. Nous capitalisons en 2026 7 ans d'existence. Et en 7 ans, depuis notre lancement, nous avons organisé deux conférences mondiales avec nos partenaires. La première conférence mondiale des journalistes scientifiques francophones à Dakar, du 10 au 16 octobre, au Sénégal, et la deuxième édition à Abidjan l'année dernière. Nous avons aussi offert plusieurs bourses de voyage et de reportage à des journalistes. Nous avons lancé des prix et concours, offert des formations sur le journalisme scientifique. Mais cette année marque une nouvelle étape pour le réseau. Nous avons entrepris de mettre en place des antennes locales dans différents pays francophones pour accueillir de nouveaux membres et former, comme je venais de le dire tout à l'heure, la nouvelle génération africaine de journalistes scientifiques. C'est dans cette perspective que nous lançons aujourd'hui l'antenne du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone en Côte d'Ivoire avec cette formation. Et l'antenne, elle sera coordonnée par la talentueuse Mata Kisikra, une journaliste spécialisée en sciences et environnement en santé et qui a été plusieurs fois distinguée pour ses enquêtes. En 2022, elle s'est vue décerner le super prix du meilleur journaliste scientifique pour la promotion de la santé en Côte d'Ivoire. Et la même année, elle a été lauréate du prix mondial éco-reportage en France. C'est un plaisir, Matt, de t'avoir avec nous. Toi qui as tout le temps été sur le terrain en contact avec les réalités des populations, mettant en lumière leurs problèmes. Maintenant, tu vas mettre en lumière le journaliste scientifique. Comment s'annonce cette aventure pour toi? Merci, Kossi. Bonsoir tout le monde. Bonjour, selon l'heure à laquelle chacun ou chacune nous suit. Merci déjà, Kossi, pour la belle présentation. J'avoue que ça me fait plaisir. Un peu. Alors, déjà, parler de journalisme scientifique aujourd'hui, je peux dire que c'est incontournable. C'est incontournable dans la mesure où aujourd'hui, toutes les questions de santé, toutes les questions climatiques, toutes les questions de Ah, technologie se rejoignent quelque part. Donc nous, en tant que médias, il est très important pour nous d'être ce pont entre les scientifiques et aussi les populations, parce que quoi qu'on le dise, quand la science trouve une réponse, c'est à un problème qui touche la société. Donc comment rendre ces recherches scientifiques-là plus digestes pour que les communautés ou les populations puissent mieux comprendre et aussi s'imprégner de ces réponses et pouvoir les utiliser et qui va les aider bien sûr. Donc voilà, et c'est pourquoi cette formation arrive à point nommé et voilà, je suis très heureuse d'être là et aborder la question avec tous les confrères et toutes les consoeurs. merci beaucoup, Marthe. Je vois que Julien aussi avec nous, il était de l'autre côté. Bienvenue, Julien. Nous avons à cœur, comme je l'ai rappelé, de susciter des vocations en journalisme scientifique auprès des jeunes. C'est pourquoi nous offrons une excellente opportunité aux étudiants en journalisme qui participent à ce webinaire. Donc, à l'occasion ou à l'issue de ce webinaire, nous attendons de votre part des productions d'articles ou de contenus journalistiques qui seront publiés, si vous n'avez pas encore de format ou de médium, qui seront publiés sur le site du SGSAF.
et une bourse de participation à la conférence mondiale des journalistes scientifiques francophones, en tout cas pour la troisième édition. Une bourse sera offerte à la meilleure production. Donc, n'hésitez pas à aller lire les articles de la formidable Agnès Vernet et Juliette et Julien Chongwan pour vous inspirer déjà, pour avoir une idée ou des reportages de notre consoeur Matt. Ils sont avec nous et vont partager les recettes d'une bonne couverture de la science. Agnès Vernet, elle est la présidente de la Fédération européenne du journalisme scientifique et la vice-présidente de l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information qui nous accompagne depuis le début. C'est un plaisir aussi, Agnès, de t'avoir avec nous. Tu as toujours répondu à nos demandes. Tu as toujours été là pour les journalistes quand on te sollicite. Vraiment, merci encore, Agnès. Et c'est un plaisir de partager ce panel avec toi. Merci Cossi, mais moi je suis très heureuse et honorée d'être toujours invitée dans vos événements. Je trouve ça super. Et c'est vrai que le sujet d'aujourd'hui, de réfléchir comment les journalistes doivent couvrir la Ah. science, c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que moi j'enseigne aussi aux confrères généralistes comment ils doivent couvrir la science et pourquoi ils doivent le faire. Et c'est vraiment, je suis entièrement d'accord avec Marthe et avec toi, c'est un sujet important et il faut qu'on s'en empare davantage. Julien, comment ça va? Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour Agnès, bonjour Marthe et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. C'est un plaisir, n'est-ce pas, d'être du panel aujourd'hui. Bonjour Julien, aussi, j'ai oublié. non. À tout seigneur, tout honneur. Julien, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui le coordonnateur de SkyDev, de l'édition en tout cas de langue française de SkyDev. Alors, c'est un journaliste aussi scientifique et il est toujours aussi avec le SGSF depuis le début et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience aussi à partager. Il ne mâche pas ses mots aussi pour ceux qui étaient en Côte d'Ivoire. On se rappelle de la session qu'on a eue dans la forêt de Banco. Et c'était très intéressant. J'en garde encore un beau souvenir. Julien, merci d'être aussi avec nous pour ce webinaire. Et merci aussi aux participants qui nous suivent en direct sur la page Facebook du réseau. Et nous allons lancer bientôt aussi le live sur LinkedIn. Merci à ceux qui nous rejoignent. Le webinaire sera disponible aussi en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui vont manquer cette session, ils pourront éventuellement le suivre après. Alors, la première question, elle va s'adresser éventuellement, bien évidemment, à Agnès. La question, c'est de savoir si tu pourrais partager avec nous comment tu es devenu journaliste scientifique, toi qui as fait une formation initiale en biologie. Est-ce que tu te rappelles encore de cette rencontre fabuleuse avec le journalisme scientifique? Ton micro n'est pas activé. Ton micro n'est pas activé. C'était il y a longtemps, en Ah, effet, c'était il y a longtemps, c'était il y a presque 20 ans maintenant, en effet. Mais moi, j'ai fait des études de biologie à l'université, et donc c'est beaucoup. On fait des choses compliquées, on travaille à la paillasse, on parle de sujets compliqués. Et quand je parlais à mes camarades qui n'étaient pas en biologie de ce que je faisais, à chaque fois ils avaient des questions, ils comprenaient pas l'intérêt. Et il y a quelque chose où je me suis rendu compte que d'abord j'aimais bien expliquer ce que je faisais, à quoi ça servait. Et puis je me suis rendu compte que je n'étais pas heureuse de faire quelque chose qui à chaque fois avait besoin d'être expliqué et n'était pas assez connecté avec la société. Mais je trouvais que mes sujets, je les adorais, mais de travailler toute seule à la paillasse, j'avais besoin de rencontrer les gens, j'avais besoin de changer davantage de sujets et j'avais besoin d'aller vers la société, etc. Et c'est comme ça que j'ai pensé au journalisme scientifique. Moi, j'étais une lectrice de presse. J'ai toujours aimé les documentaires scientifiques. Enfin, bon, c'était quelque chose qui me parlait en tant que simple spectatrice. Et donc, j'ai fait ce chemin comme ça pour finalement rejoindre les questions des gens et de la société parce que je me sentais trop isolée en tant que scientifique. quand tu regardes un peu dans le miroir, tu regardes un peu de façon rétrospective ce chemin que tu as parcouru, quel bilan tu en fais aujourd'hui? Est-ce que la science t'a permis d'aller au contact de la société comme tu le voulais? Alors, en fait, je pense que j'ai été
beaucoup plus nourri d'idées, de rencontres, et en effet de poser des questions vraiment difficiles en faisant du journalisme scientifique que ce que je n'aurais imaginé. Au début, j'aurais jamais imaginé tout ça, et c'est vrai que le journalisme scientifique, c'est l'occasion de se poser des questions difficiles, d'essayer de comprendre d'où elles viennent et quelles peuvent être les réponses. Et c'est aussi l'occasion de rencontrer les gens qui se posent ces questions, qui sont Mhm. souvent des gens fascinants. Et c'est une vraie richesse humaine de pouvoir les rencontrer et aussi de les mettre à la portée de tout le monde. Et là, c'est encore une autre rencontre avec le public et c'est encore vraiment très enrichissant parce que le public, même s'il n'a pas toutes les connaissances sur un sujet, il a souvent de très bonnes questions et de très bonnes manières de regarder les choses. Et là encore, on s'enrichit beaucoup. Voilà. Ma dernière question avant de me tourner vers Julien, est-ce que un parcours académique est un prérequis pour devenir un journaliste scientifique? Moi, j'ai pas fait d'études en biologie, par exemple. Alors, je crois pas. Je pense que il faut de tout pour faire un monde et que pour faire du bon journalisme scientifique, il faut des gens avec des parcours différents. Et des gens avec des parcours académiques comme le mien sont intéressants, mais parfois on arrive à traiter des choses très compliquées, mais on est un peu dans l'ornière et on a besoin d'avoir des collègues qui n'ont pas cette formation, qui viennent d'ailleurs, qui vont regarder les choses différemment et qui vont nous aider. Et c'est la rencontre de tout ça et c'est le fait d'avoir des gens qui viennent de parcours différents, à la fois évidemment des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. On a besoin pour traiter la science le mieux possible, d'avoir le plus de points de vue possible. Merci beaucoup, Julien. Agnès plutôt. Julien, elle a parlé tout à Oui. l'heure des jeunes, des vieux. Toi, tu n'es pas encore vieux, tu es encore jeune. Dis-moi comment était ta rencontre avec le journalisme scientifique. Ok, merci aussi une fois de plus. Alors, mon contact avec le journalisme scientifique remonte à 2015. 2015, lorsque je... Donc, ça fait 11 ans. 11 ans lorsque je réponds à une offre d'emploi de SciDev, justement. Et donc, au bout du processus de recrutement, j'intègre dans l'organisation de SciDev comme rédacteur en chef adjoint de l'édition de langue française. Et c'est à partir de là donc, que je commence à produire des articles de, des articles de presse scientifique. Mais il faut pouvoir dire que moi, ma perception ou ma vision, si vous voulez, du journalisme, c'est que, ou du journalisme scientifique, c'est que, en fait, ce n'est qu'une des facettes du journalisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une personne a, n'est-ce pas, la passion de partager l'information, la passion de savoir ce qui se passe autour d'elle, la passion de couvrir les événements, eh bien, cette personne peut faire n'importe quel type de journalisme. Et je prends souvent lorsque l'occasion m'est donnée, je cite souvent mon exemple parce qu'avant avant de faire du journalisme scientifique, j'ai fait du journalisme économique pendant 3 ans. Avant le journalisme économique, j'avais fait le journalisme judiciaire pendant 6 ans. Donc, vous voyez, il y a un ensemble. Et avant le journalisme judiciaire, j'avais fait le journalisme des faits de société, le journalisme culturel, le journalisme sportif aussi. Donc, pour dire que lorsque vous avez la passion du journalisme, lorsque vous avez la passion l'amour de ce métier, et bien, quel que soit le secteur où vous retrouvez, quelle que soit la rubrique dans laquelle on vous loge, eh bien, vous pouvez faire un très bon travail. Et vous avez très bien fait aussi de rappeler ce qui s'est passé à Abidjan lorsque je faisais savoir aux confrères que euh, le, je ne suis absolument pas d'accord et je tiens vraiment à le rappeler ici pour les plus jeunes qui nous écoutent, que moi personnellement, je ne partage pas l'avis qu'un journaliste puisse aller donner son article à quelqu'un d'autre, à un expert, je veux dire à quelqu'un d'autre qui soit extérieur à la profession pour la lecture sous prétexte qu'il n'est pas spécialisé dans le domaine. Il faut se cultiver. Il faut se cultiver, il faut se nourrir de livres. Là, par exemple, je suis à mon bureau, j'ai devant moi un Julien, tas de livres. je pense que là, c'est le plat de résistance. On reste encore au petit Ah, ok, déjeuner. on reste oui, à l'entrée, d'accord. On reste sur l'entrée. Donc, je disais que je,
mon contact avec le journalisme date de 11 ans, 2015, février 2015 pour être précis, lorsque je réponds donc à une offre d'emploi de SAIDEF qui recherche un rédacteur en chef pour adjoint pour son édition de langue française. Et je dois préciser que ce poste de rédacteur en chef adjoint était beaucoup plus un poste de secrétaire de rédaction d'ailleurs, c'est-à-dire quelqu'un qui devait assurer la mise en forme, la relecture, la mise en forme et des articles avant la publication. Donc, voilà pour être direct et précis dans ma réponse à ta question aussi. Agnès, comment les journalistes doivent-ils couvrir la science? Alors moi, je serais assez d'accord avec ce que Julien vient de dire. Avant tout, pour couvrir la science, faut le faire avec un point de vue de journaliste. Parce que la science, c'est une actualité comme les autres. Et c'est important de garder ça en tête. Ça veut dire que d'abord, c'est accessible par les méthodes du journaliste, qu'on peut traiter de science avec les méthodes de journaliste en recoupant les données, en faisant des interviews, en allant chercher des documents. Tout ça, on sait le faire comme journaliste et ça permet de traiter la science. Aussi, je pense que parce que la science, elle peut être critiquée et il faut penser à ça. Alors, elle est plus difficilement critiquable sur ses résultats. C'est pas là-dessus que le journaliste il va dire ah non, ce résultat est pas bon. Bon, c'est pas vraiment la position du journaliste, mais elle peut être critiquée sur les choix qu'elle fait, pourquoi elle étudie ce sujet, pourquoi c'est tel chercheur qui intervient ici. Elle peut être, voilà, il y a une part de critique de la science ou alors de poser les questions de ce qu'implique un résultat pour le public. Tout ça, ce sont des questions et des points de vue critiques que le journaliste peut porter. Et la science, elle doit être aussi couverte parce que c'est un domaine extrêmement impactant pour le public. La science, c'est la médecine, c'est la santé, c'est l'environnement, même les dépenses pour les questions étudier l'espace ou l'agriculture. Tout ça, c'est des domaines qui sont scientifiques et qui sont très importants pour la démocratie, pour les citoyens. Et donc, c'est pour ça que le journaliste doit traiter de science. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, tu as répondu à ma question. J'ajouterais même que même les questions qui concernent l'énergie, l'eau, en fait, tout touche à la science, en fait. Tout se rapporte à la science parce que il faut des réponses scientifiques à tout ce qu'on vient de numérer comme problème. Julien, avec toi, toi qui as la chance de recevoir des pistes des journalistes chaque jour pour l'édition de L'An français de Skydev, dis-nous comment tu penses que les journalistes pourraient couvrir cette question-là? Quelle est la différence entre un article scientifique et un article d'information? Est-ce que Julien est avec nous? Oui, Kossi, vous me Oui, suivez? Bon, je oui, on disais, te est-ce que tu reçoit, peux Julien. corriger? J'ai l'impression que je ne me vois pas sur mon écran. Je ne sais pas si les autres me voient. Est-ce qu'on peut corriger pour que les participants puissent voir également mon image? Je veux pas... Tu partages un document? Non, 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 je ne veux pas partager, mais on voit les autres panélistes, moi. Pourquoi pas moi? Sauf si tu as Ah, fait ok, un d'accord. complot Non, tu pour dois favoriser les allumer dames. ok, dans ce cas, tu penses que tu dois allumer ta caméra. Je t'envoie une demande pour que tu puisses le faire. Euh, une seconde. Mais cela n'empêche que Oui, tu pendant ce temps, réponds en attendant. Voilà. oui, pendant ce temps, Ok, je réponds à la d'accord. question. Une Donc, la seconde. question était de savoir, Je t'ai envoyé une invitation que tu dois recevoir ici sur oui, Zoom. C'est oui, c'est reçu? bon. Ok, maintenant c'est bon. On peut te voir. Ta caméra n'est pas active. Ok, maintenant c'est parfait. C'est toujours bien de te voir.
La question, c'était de savoir qu'est-ce qui distingue, puisqu'on parle de couvrir la science, en fait, le journaliste généraliste ne couvre pas les questions scientifiques de la même manière, en fait, qu'un journaliste scientifique. C'est la raison pour laquelle Agnès, par exemple, forme ou aide les confrères généralistes à pouvoir mieux couvrir la science. Et je voudrais savoir, qu'est-ce qui distingue, en fait, un bon reportage scientifique, d'un simple article d'information? Ton micro. Désolé. Ok, Super. je disais que je dirais, pour ne pas être trop long, que la distinction entre le journalisme, un article de presse scientifique et un article, et les autres articles, c'est que l'article de presse scientifique est un article de précision en général. Parce qu'avec la science, il n'y a pas d'à peu près. Avec la science, il n'y a pas d'hésitation. Il faut des informations précises. Et d'ailleurs, vous voyez, on ne va pas écrire sur un article sur une, je veux dire, on ne va pas produire une information, un article scientifique sur une information qui n'est pas, c'est sûr. Et c'est pour ça que le plus souvent, la plupart, je peux dire, en tout cas en ce qui concerne par exemple SciDev, l'essentiel des articles de SciDev, je peux dire peut-être à un taux de 70%, c'est des résultats d'études scientifiques, c'est-à-dire que des travaux qui ont une évidence, c'est des évidences scientifiques qui font l'objet de l'article. Donc, il y a cela. Et maintenant, lorsque le journaliste produit cet article, il a besoin, n'est-ce pas, de faire intervenir des experts. On ne fait pas parler n'importe qui, on ne fait pas parler l'homme de la rue comme on le ferait dans un article de faits divers ou dans un article de culture où on va interroger n'importe qui pour savoir ce qu'il pense de la musique de tel artiste. Ici, il faut des personnes qui sont, n'est-ce pas, au fait de l'information qui est traitée. Si nous parlons par exemple des essais cliniques, il faut parler avec il faut aller interroger des médecins qui travaillent sur peut-être de médicaments ou en tout cas la maladie en question. Il faut aller interroger les universités, les chercheurs qui sont à l'université et qui travaillent dans ces laboratoires. Et en particulier, ce qui nous caractérise, nous, par exemple, au niveau de SciDev, c'est que on met un accent particulier sur le côté contradictoire de l'information scientifique. C'est-à-dire que si nous produisons un article sur une étude quelconque, par exemple, qui porte sur l'agriculture, peut-être une nouvelle variété de blé ou une nouvelle variété de haricots qui a été mise sur le marché, eh bien, nous allons interroger des chercheurs qui ont travaillé, ceux-là même qui ont produit, qui ont développé cette nouvelle variété, ça c'est un. Mais après, pour des besoins de contradiction, on va interroger d'autres chercheurs qui, eux, cette fois, n'ont pas participé à cette étude spécifique, mais qui ont l'habitude, n'est-ce pas, de travailler sur des questions, de faire des recherches sur l'agriculture. Et après, maintenant, nous pouvons aller voir des producteurs agricoles, ceux qui sont les bénéficiaires. Et c'est un élément important qu'Agnès a souligné tout à l'heure, à savoir que le journalisme scientifique est par définition, je crois que c'est le champ même d'expression, n'est-ce pas, du journalisme d'impact. C'est-à-dire que c'est là où nous pouvons voir qu'un article produit ou une étude produite qui a été relayée par des articles de presse peut également ensuite produire de l'impact, peut générer de l'impact parce que les décideurs politiques vont prendre en compte cet article ou bien cette étude pour orienter les décisions sur les politiques publiques, etc. Donc, pour me résumer, un article de presse scientifique est un article de précision qui est basé sur des faits qui ne laisse pas de place aux hésitations, qui ne laisse pas de place à l'à peu près. Si c'est pas sûr, vraiment, c'est pas, ça ne peut pas faire l'objet d'un article de presse scientifique. Sauf si on est peut-être dans le cadre dans un cas extrêmement particulier. Et dans ce cas, le journaliste va produire cet article en s'entourant de toutes les précautions nécessaires. Et ces précautions doivent également venir, n'est-ce pas, des experts, des chercheurs qui sauront exactement quel mot placer pour expliquer à quel stade on est. Je veux dire, par exemple, si on est dans le cadre d'une, des essais cliniques, lorsqu'on est, par exemple, en phase 3, oui, on peut produire un article. En ce moment, c'est pas, il y a la phase 4 qui est la phase comment ils appellent ça?
euh, en Surveillance. fait, de la vérification du comportement, de la surveillance, merci. Donc, on peut produire un article à ce stade, ce n'est pas totalement achevé, mais au moins à ce niveau, tous les chercheurs sont d'accord pour dire qu'à ce stade, le médicament qu'on est en train de tester a déjà suffisamment fait ses preuves pour être mis sur le marché. Donc, voilà un peu en résumé, en deux mots, journalisme d'exactitude, journalisme de précision, qui ne laisse place à aucune hésitation, à aucun à peu près. Merci beaucoup, Julien. Nous avons aussi des journalistes, des aspirants journalistes, des étudiants en journalisme qui participent à ce webinaire et qui ne savent pas déjà même où trouver des études qui vont servir d'articles. Ils ne connaissent pas peut-être encore l'existence des Lancet, Elsevier et toutes voilà, ces plateformes-là. On peut aussi trouver des sujets scientifiques en étant à l'écoute, en fait, des problèmes que rencontrent les populations ou les communautés qui sont avec nous. Je pense que Matt a fait d'excellents reportages comme ça sur le manioc, j'en parlais tout à l'heure, que rien ne se perd dans le manioc. Voilà, le liquide sert de biocarburant. Ton reportage aussi, par exemple, sur l'or minier. Mais à ces jeunes journalistes-là, déjà, où pourraient-ils trouver des sujets d'articles? Ou comment toi tu fais en tout cas pour trouver des sujets d'articles, des astuces que tu voudrais partager avec ces jeunes confrères ou consoeurs qui nous suivent? Merci, Kossi. Je pense que tu m'as déjà emboîté le pas. Généralement, pour trouver les sujets, je pense qu'en tant que journaliste, on active tous les sens. Quand je parle de tous les sens, il faut avoir le coup d'œil, il faut aussi avoir le flair. Donc, personnellement, moi, mes sujets, je les trouve un peu partout. Quand je dis un peu partout, aujourd'hui, on a la révolution numérique qui nous permet d'avoir Internet et pas mal de médias sociaux. Donc, ça aussi, c'est une niche d'information et une niche de sujets pour moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fake news, mais il y a aussi des sujets qui peuvent devenir des sujets à traiter convenablement comme étant reportage ou enquête. Alors, personnellement, pour revenir au sujet sur le biocarburant à partir de l'amidon de manioc, il faut dire que c'est effectivement sur Internet que j'ai vu l'information passer. Un jeune Ivoirien qui le faisait. Et j'ai commencé à lancer mes recherches. Donc, quand je trouve déjà la première source d'information, automatiquement, je lance mes recherches documentaires pour voir déjà est-ce que ça existe ailleurs ou c'est vraiment une innovation assez locale et particulière. Donc, j'ai essayé de faire des recherches. J'ai vu que dans ce sens, oui, ça existe sous d'autres formes, mais pas forcément avec le manioc. On a la canne à sucre aussi et tout. Et après, je contacte directement, j'entre en contact avec les concernés, donc soit les scientifiques ou soit la personne qui a l'innovation. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir ces informations. Je me suis rendue sur le terrain, comme tu l'as dit, parce que une chose est sûre, quand on trouve une solution, c'est pour des communautés. Durant le reportage, c'est clair que j'ai donné la parole aussi aux communautés parce qu'il y avait un véritable problème dans cette communauté, je dirais double problème. D'abord avec le paludisme, parce que bon, enfin, pour ceux qui ne le savent pas, la tiéké, c'est en fait un plat local qui se fabrique à partir de manioc. Donc, on retire le liquide du manioc après l'avoir broyé et le liquide, il est versé dans la nature parce que ça ne sert pas en fait aux femmes qui font ce plat-là. Donc, ce jeune, il a jugé bon de transformer ce liquide. Au lieu de le déverser dans la nature et que ça attire des moustiques anopheles qui créent, enfin, qui favorisent le paludisme dans la localité, parce que j'ai vérifié ça aussi, effectivement, dans cette localité, il y avait beaucoup, le taux de paludisme était élevé. Et donc, ce jeune-là, il récupère avec ses femmes l'amidon de manioc, qui leur donne quelque chose. Donc en quelque sorte, il paye. Déjà, ça fait de façon économique quelque chose de bon pour ces femmes. Ensuite, il a sa petite unité et son équipe qui essaie de transformer ce liquide-là pour avoir du carburant, donc du bioéthanol, et puis après du carburant.
Donc, c'est tout ce processus que j'ai suivi. Mais là, c'était pas facile. Peut-être qu'après, on va arriver dans les difficultés. Mais je veux dire que Mm. déjà, à partir de ces personnes ressources, on a des informations qui peuvent nous permettre de construire notre reportage ou notre enquête en donnant la parole à ceux aux scientifiques, aussi aux communautés. J'insiste, communauté, parce que euh, pour nous, il n'y a pas de science sans les communautés et il n'y a pas aussi de communauté sans les sciences. Donc, les deux vont de pair. Il faut que ce que la science trouve soit bénéfique à la communauté pour qu'on ressente aussi l'impact de cette recherche scientifique sur les communautés. Donc, on essaie de diversifier nos sources, sans oublier d'autres chercheurs aussi, comme l'a dit Julien, parce que la science, effectivement, en tant que journaliste, faut pas dire que oui, tout va bien, mais en tant que journaliste, on a aussi le droit de montrer quelque part si on a vu des limites en donnant la parole à d'autres experts dans ce domaine pour voir s'il y a des limites ou il y a des faiblesses quelque part. C'est ça aussi notre rôle en tant que journaliste. Donc, voilà un peu pour résumer. Où trouver les sujets? Un peu partout, je dirais. Même avec le voisin, on peut trouver des sujets. Dans les médias classiques, on peut trouver des sujets. Un simple reportage, couverture d'actualité peut être source de sujets à approfondir. Donc, c'est un peu partout. Voilà. Merci beaucoup, Marthe, pour ce partage d'expérience. Je vois une question derrière toi. Pourquoi raconter la science? C'est la question que j'adresse à Agnès. Pourquoi est-ce important que les journalistes accordent plus de place à la couverture des questions scientifiques? Pourquoi raconter la science, Agnès? Ah ben, parce que on vient de le voir avec les exemples donnés par Marthe et Julien, la science, la science a un impact sur les gens. La science, elle peut pas être faite sans les gens, sans les communautés, sans les scientifiques, sans la décision politique. Et donc, ça veut dire aussi sans que le citoyen donne son accord pour que on fasse des recherches là-dessus. Et aussi parce que les résultats de la science impactent nos vies. Ça peut être de nouveaux carburants, ça peut être de nouvelles sources de revenus, ça peut être de nouveaux médicaments, ça peut être de nouveaux textiles, ça peut être aussi parfois une nouvelle manière de comprendre nos relations. Est-ce que là, on parle de science, mais ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales, c'est-à-dire la manière dont les groupes discutent entre eux, s'organisent, ce qui fait que tel groupe est moins bien considéré que tel autre. Tout ça, c'est aussi des sujets scientifiques et doivent être aussi discutés. C'est vrai que souvent, ces actualités-là ont moins de place dans les médias et dans les journaux. Je pense que c'est parce que beaucoup de journalistes n'osent pas traiter de science, hein. Et c'est un vrai problème parce que c'est un sujet où les industriels sont très engagés. Il y a beaucoup d'intérêt dans la science. Et il y a toujours des gens qui s'y connaissent qui vont être capables d'en discuter. Alors qu'on a besoin des journalistes pour pouvoir ramener la parole des citoyens, des communautés, des scientifiques dans le débat et ramener ces idées-là pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe de la manière la plus objective et transparente possible. Agnès, si tu permets, on va parler un peu de ton article qui date de 2022, Ah, publié dans le média ID News. A-t-on encore besoin du français en sciences? Parce ah que oui. c'était le mois passé, j'étais invité à l'Université de Lomé. Ça, c'était, voilà, un symposium. Et lors de la présentation les scientifiques passaient, il y a eu une présentation et je découvrais que au Togo, qui est une langue, qui est un pays francophone, où le français est la langue administrative, plus de 75%. Agnès, des publications scientifiques au Togo sont en anglais. Euh, alors, ça pose un problème peut-être
la question de savoir est-ce qu'on a encore besoin du français en sciences. Et pour ces journalistes-là qui nous suivent, est-ce que tu voudrais partager avec eux, est-ce que la langue, c'est un impératif pour eux pour mieux exceller dans le journalisme scientifique? Qu'est-ce que tu en penses et quels conseils tu donnes à ces journalistes, par exemple, qui vont couvrir la science en français? Est-ce qu'on a encore Alors, besoin du français en sciences? alors c'est vrai que partout dans le monde, la science, elle est produite beaucoup plus en anglais que dans n'importe quelle langue. Et c'est parce que et donc l'anglais, les gens disent que c'est la langue véhiculaire de la science, que c'est la langue par laquelle la science se transmet d'une personne à l'autre. Et donc un journaliste, un scientifique qui soit au Togo, qui soit au Mexique, qui soit en France ou en Allemagne, il va souvent écrire en anglais et discuter avec les autres scientifiques en anglais. Et donc ça, c'est une vraie difficulté parce que d'abord, les publics ne parlent pas forcément anglais, Ouais, ne sont pas capables de comprendre l'anglais. Et la science, alors il y a la question de la production de l'information scientifique et du résultat scientifique qui est fait par les scientifiques, mais la science, c'est aussi la manière dont on en parle au public. Et là, on a besoin de cette traduction en langue locale. Et on a besoin de le faire en français. On a besoin de le faire dans toutes les langues locales. Donc ça, c'est déjà une première chose où on a besoin de traduire le résultat scientifique en langue locale. Dans cet article aussi, on discutait de comment on pouvait encore produire de la ouais. science en français. Et c'est vrai que toutes les personnes qui parlent plusieurs langues l'ont remarqué, les concepts et la manière dont on pense, c'est pas tout à fait la même chose dans une Ouais. langue ou dans une autre. Et donc de tous travailler, si tous les scientifiques ne travaillent qu'en anglais, eh ben, il y a peut-être un risque que on regarde tous les choses, que les scientifiques regardent tous les choses de la même manière. Et c'est aussi important de privilégier des espaces et de conserver des espaces en d'autres langues et donc en français, évidemment. Alors le français, c'est un grand espace linguistique dans le monde, évidemment. Ça concerne des centaines de millions de personnes. Euh, mais euh, mais c'est un espace à défendre parce que l'anglais reste la langue majoritaire et la Ouais. langue privilégiée, d'autant plus qu'on va aller vers l'excellence. Julien, je ne vais pas te demander comment traduire la science en langue locale, mais déjà comment traduire ou transformer une information en papier scientifique ou en article scientifique. Déjà, peut-être pour compléter ce que Agnès disait tout à l'heure, oui, un véritable problème aujourd'hui est que l'essentiel de l'information scientifique est produite en, je veux dire, l'essentiel des recherches scientifiques, des travaux scientifiques est produit en anglais. Donc, la première tâche du journaliste scientifique, selon mon entendement, c'est notre premier devoir, c'est d'être capable justement de traduire de l'anglais à la langue dans laquelle nous travaillons. C'est-à-dire que si nous, par exemple, qui travaillons en français, nous devons être capables de prendre l'information scientifique qui existe en anglais et de la traduire en français pour notre public. Parce que, en définitive, nous écrivons, n'est-ce pas? Nous écrivons, nous produisons des articles audio ou vidéo pour avoir de l'audience, c'est pour notre audience. Donc, si nous voulons maintenir cette audience, nous devons nous assurer que nous pouvons lui donner, n'est-ce pas, dans la langue qu'elle comprend, l'information qui est utile pour elle. Et je crois que cela, c'est pour ça que je disais peut-être à l'ouverture que c'est d'abord un travail de passionné, c'est-à-dire qu'il faut avoir la passion de partager l'information, la passion d'aller rechercher l'information et de la diffuser. Donc, et ça existe même lorsque l'information scientifique, pour quelques études qui existent en français, lorsqu'elle est là, on ne la diffuse pas non plus de façon brute. Il y a toujours un autre travail, n'est-ce pas, de simplification. Donc, il y a Ouais. cette qualité spéciale qu'un journaliste scientifique doit avoir. Celle, d'un côté, d'être en mesure d'exploiter, de traduire une information d'abord au niveau typiquement linguistique de l'anglais vers le français pour notre cas, mais en plus, travail de simplifier
un travail de simplification de l'information scientifique qui est souvent donné, qui existe souvent dans un langage beaucoup plus spécialisé. Il faut être capable de simplifier cette information dans un langage que ton lecteur va pouvoir comprendre facilement sans avoir besoin d'aller fouiller un dictionnaire ou d'aller chercher sur Internet parce que au moment où il lit l'article, au moment où il écoute ton papier à la radio ou à la télévision, ou regarde à la télévision, ben, tu n'es pas là pour que, je veux dire, toi, l'auteur de l'article, tu n'es pas là pour qu'il puisse te demander, mais qu'est-ce que tu voulais dire ici, qu'est-ce que tu voulais dire là-bas. Donc, notre travail de journaliste scientifique consiste en une bonne partie, dans une bonne part de notre travail, n'est-ce pas, à simplifier l'information dans un langage compréhensible pour tout le monde. C'est une donnée, de mon point de vue, qui est extrêmement importante parce que les décideurs qui, beaucoup d'entre eux, comme le disait peut-être Agnès, ne sont pas, ils sont comme nous autres. Peut-être, moi, j'ai fait des études littéraires. Beaucoup de décideurs ont aussi fait des études littéraires. Donc, si vous prenez des informations du domaine de la biologie et que vous les produisez, vous les diffusez avec le jargon de la biologie, ce décideur qui est littéraire, il ne va pas comprendre. Donc, notre travail est important. Il est important pour nous, n'est-ce pas, de ramener l'article à un niveau où tout le monde peut comprendre. Et pour cela, je le disais à l'entame, le journaliste a plusieurs outils à sa disposition. Le premier outil, c'est d'abord la discussion avec les chercheurs, avec les scientifiques. Lorsque vous n'avez pas compris quelque chose, posez la question au scientifique, à l'auteur de l'étude, à l'un des auteurs ou à un autre chercheur. Demandez-lui, mais cette expression, ça veut dire quoi? Mais en dehors de ça, on a aujourd'hui sur Internet une panoplie, n'est-ce pas, d'informations qui peuvent nous permettre de comprendre quelque chose qui est compliqué. Mais en dehors de ça, on a les livres. On a les livres. Là, par exemple, devant moi, j'ai un dictionnaire d'épidémiologie. Donc, lorsque je fais un article sur l'épidémiologie, il y a des termes qui me semblent un peu compliqués. Je fouille mon dictionnaire. Donc, il y a tous ces outils dont nous disposons aujourd'hui qui doivent permettre aux journalistes de produire un article de bonne qualité et facilement digeste, un article digeste pour son audience. Agnès, lors de tes formations avec les journalistes généralistes, quels sont les autres outils que tu partages avec eux? Je voudrais dire ici qu'il y a par exemple la comparaison qui est aussi un outil, que ce soit la métaphore dont on fait aussi appel pour expliquer. Mais avant que tu ne partages des outils, c'est parfois difficile pour les scientifiques en fait d'accepter qu'on puisse simplifier leur jargon. Tu vois, c'est des années de recherche. Et c'est donc des expressions parfois toutes faites, des mots tout faits. Et quand vous leur demandez de le dire autrement, c'est pas assez simple pour eux. Comment est-ce qu'on arrive déjà à les convaincre? Et Agnès, quels sont les autres outils qui pourraient permettre aux journalistes généralistes de bien couvrir la science? Alors c'est vrai que les scientifiques, ils aiment pas toujours Ouais. quand on simplifie leurs propos ou leurs concepts. Et c'est vrai qu'on est souvent obligé de négocier avec eux et d'avoir une discussion un petit peu rude pour dire que les lecteurs de notre article, c'est pas leurs collègues. Et que c'est pas parce que dans leur article à eux, scientifique, il faut utiliser ce mot-là, que si nous on le fait comme ça, personne va comprendre et que donc ça n'aura pas d'intérêt et que l'objectif c'est que le public puisse comprendre c'est quoi le sujet, c'est quoi les résultats, c'est quoi les enjeux, enfin ce genre de choses. Et donc il y a une vraie discussion et il faut être très clair avec les scientifiques sur le fait que on va simplifier, on va vulgariser et on peut chercher avec eux les meilleures manières de le faire. Moi, je fais beaucoup ça. On discute et je dis en effet, alors vraiment, il n'y a pas de honte à dire je n'ai pas compris. Je fais comme Julien, je dis je n'ai pas compris. J'appelle et je n'ai pas compris et voilà et ensuite je reformule sans cesse. Ils disent quelque chose, ils disent alors quand vous le dites comme ça, est-ce que je peux le dire comme ça? Et comme ça, on va construire ensemble une manière de dire les choses qui va leur convenir, mais qui va être plus compréhensible par des non-scientifiques et par le public.
Alors, les autres outils alors de vulgarisation, c'est comme ça qu'on appelle ça, cet mécanisme de simplification. Il y a les images. En effet, comment on peut chercher des analogies. Il faut aussi donner des images au lecteur. Donc, parfois, on raconte des histoires. C'est aussi une bonne manière d'expliquer des concepts difficiles en racontant des histoires, en faisant. Les Anglais disent du storytelling, hein, donc vraiment Ouais. en emmenant le lecteur avec nous pour lui raconter une histoire et au fil de l'histoire, il va mieux comprendre les concepts. Donc les analogies, il faut pas hésiter à expliquer les choses, il faut pas hésiter à donner des exemples très concrets parce que parfois la science, les concepts sont très abstraits. Alors en cherchant une anecdote, ça peut être aussi une bonne manière d'expliquer les choses. Et quand j'enseigne le journalisme scientifique aux confrères, déjà je leur rappelle que s'ils devaient couvrir un match de foot, ils auraient besoin de connaître les règles du foot. Et en fait, quand on fait du journalisme scientifique, quand on veut couvrir la science, on a besoin de connaître les règles de la science. Et ça, c'est un élément très important. Et les règles basiques de la science, c'est-à-dire que d'abord, tout le monde n'est pas un scientifique ou un chercheur, qu'il y a des diplômes, que les gens ils ont au moins une thèse, hein, ce qu'ils appellent un PhD en anglais, mais donc ça c'est important. Qu'ils travaillent souvent, enfin, je leur explique pourquoi la publication scientifique, les articles scientifiques sont aussi importants, de quoi il s'agit, comment on les trouve. Donc il y a des tas de plateformes, donc tu as cité The Lancet, il y a Nature, il y a Science, et donc c'est des articles en anglais avec des structures particulières, donc comprendre comment ça fonctionne et pourquoi c'est important pour les scientifiques et comment nous on peut les utiliser comme journalistes. Et j'oublie pas non plus de leur expliquer aussi une autre règle importante de la science, c'est d'où vient l'argent. Et on oublie souvent cette dimension-là, mais les scientifiques ont besoin d'argent pour travailler. Euh, Parfois, pas, généralement pas pour leur salaire, mais pour pouvoir acheter du matériel, pour pouvoir faire des déplacements, pour pouvoir embaucher des étudiants qui vont les aider. Et il faut comprendre aussi comment est financée la science pour couvrir la science. C'est une question aussi importante à poser aux gens aux experts avec qui on discute, c'est d'où vient l'argent. Ça répond à ta Alors, si question. je peux, si je peux me permettre aussi, il y a un journaliste français, Maxime Loisel, qui a fait un intéressant travail, maintenant n'est plus très actif sur son site Hyper News, où il explique en fait pour les journalistes qui couvrent les questions du changement climatique, comment innover, comment trouver des formats éditoriaux qui permettent au public de mieux comprendre. Il a donné l'exemple par exemple du New York Times qui a publié un long format en images, un long format en image, pas avec du texte, par exemple, qui dit qu'on peut expliquer visuellement certains concepts qui sont difficiles. Il a aussi donné l'exemple encore du New York Times qui a fait, par exemple, un article en utilisant un ton informel. Par exemple, au lieu de dire qui sont ceux qui polluent plus la planète, qui sont les plus grands méchants de la planète, par exemple. Cette façon-là de toucher encore plus le public. Je pense que c'est le TED Guardian qui a proposé un guide illustré des grands méchants du climat. C'était lors de la COP 26. Et aussi, un autre exemple, c'est par exemple, il faut décrypter les mots et les acteurs clés, rappeler en fait aux gens les connaissances de base, c'est quoi le changement climatique, c'est quoi la différence entre le réchauffement climatique et le changement climatique. Je suis en train de prendre la place dans panéliste. C'est juste un peu pour que les gens puissent avoir encore d'autres outils. Euh, Marc, je reviens à toi maintenant. On va parler des problèmes, des difficultés liées au journalisme scientifique. On est dans la dernière phase de ce webinaire, cette formation. On a une question anonyme. La question, elle me fait sourire, honnêtement. Je vais la lire, mais on va pas répondre, on va répondre après. La question dit en D'accord. moyenne, à combien d'euros ou de CFA vous revient la production d'un papier en journalisme scientifique? Vous pouvez prendre le cas de vos trois derniers papiers. Cette question m'amène à poser celle-ci. Tu sais, quand on parle du journalisme scientifique, on a peu de confrères qui s'intéressent. Ça, il faut le dire. On est un peu isolé. On est un peu comme les parents pauvres du journalisme scientifique, du journalisme en général. Chez moi, par exemple, quand je l'évoque,
Certains pensent qu'on est des Einstein ressuscités, ou c'est la réincarnation je sais pas. On pense que les journalistes scientifiques sont des pédants. Il y a peu, en fait, qui s'aventurent. Mais les journalistes vont couvrir les questions de climat, d'écologie, de biodiversité, d'espace ou de technologie de façon circonstancielle. Mais en fait, le cœur de leur métier, c'est pas vraiment ça. Pourquoi, en fait, le journal scientifique ne suscite pas autant d'adhérents, je vais dire, ou pourquoi, Ah, quand beaucoup de personnes, en fait, ne s'y amènent pas tout de suite. Pourquoi, selon toi? Alors que quand on parle de la politique, de l'économie absolument. et du Donc, sport, là, on a je des pense que passionnés du tu as commencé à basket. répondre à la question en même temps. Tu as commencé à répondre à la question en même temps, prenant peut-être le cas de certains pays africains, Afrique de l'Ouest qu'on maîtrise mieux. Voilà, je veux pas trop généraliser. La politique a toujours été au cœur de nos médias ici en Afrique de l'Ouest. Voilà. C'est-à-dire que dans la conception d'un média, on a toujours privilégié le domaine politique parce qu'on se dit, voilà, en mettant en avant la politique, c'est ce qui fait vendre, c'est ce qui attire plus de lecteurs, de téléspectateurs ou d'auditeurs et tout. Voilà. Et c'est cette habitude qui est restée. Et quand vous allez voir dans la plupart des médias, même jusqu'à aujourd'hui, on a encore, malgré les sensibilisations, les formations sur les questions peut-être climatiques, qui est une question assez, je dirais, planétaire, qui touche tout le monde, mais on est toujours resté dans cette habitude-là parce qu'on se dit, ben, parler de climat, qu'est-ce que ça nous rapporte? Contrairement à des sujets peut-être politiques ou d'autres sujets qui pourraient faire vendre nos journaux ou enfin, avoir beaucoup d'internautes ou beaucoup de followers, ça dépend, ou de téléspectateurs. Voilà. Et du coup, le problème, c'est que face à cette situation, bien sûr, les journalistes et scientifiques sont vus un peu comme tu l'as dit, hein, bon, des personnes qui sont cloîtrés dans leur coin avec les chercheurs, les scientifiques à se débrouiller là-bas. Mais les patrons de médias ou les responsables de médias ne comprennent pas encore l'importance de la science. Pour eux, peut-être la science est coupée du monde, alors que la science est au cœur, que ce soit la politique, que ce soit les autres domaines. On ne peut se passer de la science aujourd'hui. Voilà. Et malheureusement, dans nos rédactions, sur un conducteur, bon, je parle de conducteur parce que je suis plus dans l'audiovisuel, sur un conducteur, si vous venez proposer une production qui porte sur peut-être une recherche scientifique ou une innovation scientifique, c'est pas évident qu'on vous accepte, contrairement à un sujet qui peut-être parle de politique ou, je sais pas, de sport et tout. Et c'est le véritable problème que rencontrent les journalistes scientifiques. Mais autre chose, pour rejoindre un peu Agnès, Agnès ou Julien, je crois, c'est que on n'a pas cette culture de formation. On a toujours été formé en tant que journaliste généraliste. Ça, c'est un véritable problème. Et nous, par exemple, moi, personnellement, c'est juste en 2019 que j'ai commencé à m'intéresser au, voilà, au journalisme scientifique en me rapprochant de plus en plus de chercheurs. Ça, c'était un choix personnel. Mais c'est pas le cas pour les autres journalistes. Du coup, on se dit, ben, on traite de tout en même temps, voilà. On ne peut pas faire de spécialisation en journalisme scientifique. Et on a pas mal de journalistes généralistes que journalistes spécialisés sur les questions scientifiques. Ça, c'est le véritable problème au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Alors, très rapidement, je voulais peut-être répondre à la question en même temps. Je ne sais pas si on est passé par, voilà. Alors, déjà, faut pas forcément voir l'argent. Moi, je dis toujours, il faut voir l'intérêt du travail qu'on fait et qui aura de l'impact sur les populations qui constituent pour nous notre richesse. Voilà. Si le fait d'informer sur une recherche scientifique a pu avoir de l'impact sur une communauté qui rencontrait un problème et qui aujourd'hui le problème est résolu, je pense que c'est la meilleure des richesses.
Donc, quoi qu'on dise, quel que soit le coût de l'article que vous allez écrire ou le coût, ce que ça va vous coûter en termes de temps, en termes d'argent et en termes de difficulté, faut pas mettre ça en avant, mais il faut voir déjà l'intérêt ou encore l'impact que cela aura sur des personnes, des milliers de personnes, voire des millions, pourquoi pas, et travailler tout simplement. Agnès, c'est un gros problème. Je ne sais pas si tu as la solution. Comment intéresser plus de journalistes à la science? On le rencontre ici. C'est pas, je pense aussi que c'est des réalités que veut partager en France. Et moi, perso, il m'arrive de penser que c'est parce que la science n'a pas été bien couverte, peut-être par des journalistes généralistes, que les scientifiques se méfient un peu des médias. Parce que quand ils lisent, ils se disent qu'en fait, que ça, c'est pas bien rapporté. Il y a des lacunes, il y a des limites, mais ils ne savent pas en fait qu'il y a ce type de journalistes-là qui essaient de ne pas déformer la vérité scientifique, mais de la rapporter telle qu'elle existe. Dis-nous, comment tu penses, toi, tu es la présidente aujourd'hui de la Fédération européenne du genre scientifique, comment on arrive à mobiliser plus de confrères à la cause scientifique, comment ça se fait, comment on arrive à instiller cette culture-là au sein des jeunes. Nous, on se donne le pari de commencer par le faire déjà à la base, par des étudiants en journalisme. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions? Mais je pense qu'il faut en effet intéresser les jeunes journalistes parce que c'est eux qui vont produire les actualités scientifiques de demain et on a besoin que ils vont regarder des choses différemment, ils vont proposer des choses intéressantes. Mais le problème c'est les chefferies, hein. C'est convaincre un chef qu'un sujet scientifique est important et on en a déjà tous fait l'expérience, c'est très difficile. Parce que les chefferies, ils sont souvent très sûrs de savoir ce que veulent leur public. Ils oublient parfois que leur public ne pense pas comme eux. Et que parfois le public est intéressé par la science quand eux ne le sont pas. Et ça, ça, c'est une vraie difficulté. Et je pense que c'est une difficulté qui est un peu partout, qui est très répandue. Comment faire? Alors moi, quand on fait des formations, la JSPI, l'Association des journalistes scientifiques français, fait des formations à Radio France euh, pour montrer aux journalistes de Radio France, donc cette fois pas des étudiants, mais des journalistes confirmés, comment on traite de la science. Et c'est Radio France qui nous a contactés pour faire ça, et vraiment, c'est une super initiative de leur part. Et la particularité de cette formation, c'est qu'on n'a pas que les petits journalistes, on a aussi les chefs qui viennent assister à ces formations. Et ça devient très intéressant parce qu'à la fin, ils viennent me voir et ils me disent, mais en fait, moi, je vais pas l'utiliser directement, mais ça m'a permis de comprendre euh, ce que je pouvais demander à mes équipes et ce que je ne peux pas leur demander. Que pour faire un travail de journaliste scientifique, des fois, en 2 heures, c'est pas possible. Parce que on a besoin d'appeler trois experts différents et donc ça peut pas se faire en 2 heures. Et donc ça leur permettait à eux de mieux comprendre que c'est une forme de journalisme qui demande du temps, mais aussi de mieux comprendre que c'est une forme de journalisme qui s'applique à tous les domaines de l'actualité. On peut faire du journalisme scientifique sur la culture. On peut faire du journalisme Ouais. scientifique sur l'économie. On peut faire, ben, voilà, on peut, et évidemment, les Même grands sur le sujets. sport. Ouais, évidemment, même sur le sport. Sur le sport, il y a évidemment les questions de dopage qui sont très importantes pour le journalisme scientifique dans le sport, mais les questions de performance. Comment ça se fait que ce coureur est plus rapide que tel autre? On peut en parler de manière scientifique et ça permet d'intéresser les gens qui suivent les sportifs, les athlètes à la science aussi. Il y a plein de choses, plein de manières de faire du journalisme scientifique dans toutes les rubriques d'un journal. Et je pense que rappeler ça déjà, c'est intéressant. Julien, toi, tu es un rédacteur en chef. Peut-être que la question de poser la question anonyme que nous avons reçue est plus adaptée pour toi. En moyenne, à combien d'euros de CFA vous revient la production d'un papier en journalisme scientifique?
vous pouvez prendre le cas de vos trois derniers papiers. Martha essaie de répondre à la question, disons que ce qui compte au début, ce n'est pas vraiment ce qu'on gagne financièrement, mais cette passion, quand on voit après l'impact de son travail sur le terrain, la joie qu'on en récolte est beaucoup plus satisfaisante que ce qu'on peut gagner financièrement. Déjà que le métier il est précaire partout, je ne sais pas si c'est le montant qui, en tout cas, constitue un frein pour ce confrère qui ne s'est pas encore lancé dans le journalisme scientifique. Non, je suis absolument d'accord avec Marthe. Euh, Par exemple, chez nous à SNIDEF, et je crois que ça c'est probablement le cas dans la plupart des rédactions, l'élément qui détermine le choix d'un papier, c'est davantage l'impact potentiel que cet article, que ce sujet peut avoir une fois qu'il est produit et qu'il est publié, une fois que l'article est produit et publié. C'est l'impact d'abord. Donc, la question du coût, c'est une question secondaire. Et c'est une question d'autant plus secondaire que elle est, elle est, elle est, elle peut, je vais dire que c'est une question qui est très difficile à évaluer parce que dans certains cas, vous pouvez produire un article extrêmement impactant, extrêmement costaud, à presque rien. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on parvient parfois à avoir des informations de l'autre bout du monde sans avoir besoin de se déplacer. Parce que dans le cours tel que j'ai lu la question, c'est sous-entendu les frais de déplacement et autres. Il y a certains articles que vous pouvez traiter très bien aujourd'hui sans avoir besoin de vous déplacer. Donc, la question du coût est une question franchement secondaire. Il faut toujours se demander quel peut être l'impact, quel est l'impact potentiel que tel sujet peut avoir. Une fois que la rédaction, que le média est convaincu de l'impact que peut avoir cet article, eh bien, que peut avoir ce sujet, eh bien, il a toutes les chances, n'est-ce pas, d'être obtenu. Donc, pour le participant qui pose cette question, je crois qu'il ne doit pas s'intéresser, n'est-ce pas, au coût de production avant l'impact. Maintenant, je ne sais pas si vous voulez savoir combien ça coûte, ça varie en fonction des Ouais. rédactions. Je veux dire combien ça coûte en termes de paiement du journaliste à supposer qu'il est pigiste, du journaliste qui a produit l'article. Ça varie en fonction il y a beaucoup de paramètres en fonction des rédactions. Et même au sein d'une rédaction, ça varie en fonction du type de sujet. Un simple article d'actualité n'a pas le même prix qu'une enquête ou qu'une interview ou bien qu'une vidéo. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu dans la définition du coût. Donc, pour l'intéresser, s'il a à proposer quelque chose à une rédaction, il a droit au but, qu'il s'assure déjà que son article est suffisamment pertinent pour captiver l'attention de la rédaction. Et puis après, maintenant, avec la rédaction, ils vont voir quel est le genre rédactionnel dans lequel va s'inscrire l'article. Et puis, à partir de ce moment, quel prix est-ce que ça va coûter? Donc, d'une façon générale, voilà un peu ce que je peux dire. Maintenant, je voudrais pouvoir dire un mot sur comment faire, n'est-ce pas, pour euh, intéresser les journalistes au journalisme scientifique. Il y a déjà, comme l'a dit, je crois, Marc ou Agnès, ou les deux, euh, au niveau des écoles. Chez nous, par exemple, à l'école de journalisme où j'ai été formé, à l'époque, il n'y avait pas une filière spécialisation dans aucune matière. Ça, c'est un problème. Moi, je crois que c'est une problématique qui doit être adressée tôt ou tard, où il faut que dans les écoles de formation, on crée, n'est-ce pas, des spécialisations dans des disciplines. Ceux qui veulent faire du journalisme scientifique, qu'ils le fassent. Ceux qui veulent faire du journalisme sportif, qu'ils le fassent. Mais moi, je pense que dans nos États, dans les écoles de journalisme qui existent dans nos États, on devrait privilégier le journalisme scientifique, tout simplement parce que le journalisme scientifique ou en tout cas la science est au cœur de l'évolution de la société. Il n'y a pas un seul. Agnès a bien fait tout à l'heure de souligner que même dans le domaine du sport, même dans le domaine de l'économie, la science intervient. Donc, la science est au cœur de l'évolution de nos sociétés. Donc, je crois s'il y a une seule spécialisation qu'il va falloir
créer dans nos écoles de formation en journalisme, c'est la spécialisation en journalisme scientifique. Ça, c'est d'un. Maintenant, deuxième chose, il faut peut-être regarder au niveau, comme l'a dit Agnès, des rédactions. Il faut déjà au niveau de la hiérarchie des promoteurs même du journal, parce que l'autre problème que nous avons dans nos sociétés, et je parle plus particulièrement du cas du Cameroun que je connais mieux que les autres, c'est que vous ne savez pas quelles sont les idées qui a derrière la tête des promoteurs d'organes de presse. Vous avez des gens qui mettent en place une radio, qui mettent en place un journal, mais ils ont des ambitions, des agendas que peut-être vous, journalistes qui venez là-bas, vous ne maîtrisez pas. Donc, il faut déjà qu'au niveau des institutions qui agréent les organismes, les organes de presse, qu'on sache très bien qu'il s'agit effectivement, qu'on s'assure que c'est un organe de presse qui est en train de créer, pas un organe de propagande ou un organe pour défendre, ou un lobby pour défendre, ou un organe pour défendre, pour porter les intérêts d'un lobby précis. Donc, si nous avons des promoteurs, de véritables promoteurs d'organes de presse, ils doivent pouvoir s'assurer que tous les secteurs de la vie sont représentés dans la grille des programmes, et donc, y compris donc le secteur scientifique. Et donc, si cela est garanti, on a des tranches pour ce qui est des médias audiovisuels ou alors des rubriques réservées à la science. Une fois que cela est fait, je pense que donc, si nous avons un premier niveau des journalistes qui sortent des écoles étant formés, étant spécialisés pour couvrir les affaires scientifiques, les questions scientifiques, et qu'ils arrivent dans des rédactions, il y a des rubriques dédiées, je crois qu'on va avoir de plus en plus de journalistes scientifiques. Et puis maintenant, il faut peut-être parmi nous aussi que, je veux dire nous journalistes, qu'il y ait moins de recherche de la popularité, parce que il faut dire que l'autre chose qui éloigne les journalistes du journalisme scientifique, c'est que c'est un secteur où on n'est pas très populaire. Ils préfèrent aller dans le domaine politique où ils vont s'afficher aux côtés des hommes politiques, des maires, des députés, des ministres. Ça leur donne de la visibilité. Ils préfèrent aller dans le domaine sportif où ils vont s'afficher avec les footballeurs, Samuel Eto'o et autres, et donc ça leur donne de la visibilité. Alors que nous autres, lorsque vous allez voir le chercheur qui a produit récemment qui a réalisé récemment une très brillante étude, mais personne ne le connaît dans la société, tu t'affiches avec lui, personne ne le connaît. Donc, il faut déjà combattre cet esprit de la starmania au sein des journalistes. Nous, journalistes, devons comprendre que ce n'est pas nous les stars, nous sommes là pour on est les faiseurs de roi, en fait. On est là pour donner de la visibilité aux acteurs de la société. Ce n'est pas nous les stars. En tout cas, ça, c'est mon entendement de notre métier. Donc, ça, c'est quelques éléments contributifs, n'est-ce pas, pour comment faire en sorte que le journalisme scientifique devienne un peu plus visible dans nos médias. Nous avons énormément de questions qui restent encore, mais je pense qu'on va respecter le timing, les 1 heure passée de 7 minutes, les 13h07. Donc, on a déjà fait 1h07 minutes. Donc, on va encore prendre une question ou deux et on va s'arrêter ici. Sauf si vous voulez bien prolonger le match. Voilà, on a une question d'une jeune étudiante en communication des organisations. Elle dit, je veux bien apprendre le journalisme. Ma question est la suivante. Combien de temps prenez-vous pour effectuer des recherches et combien de temps prenez-vous pour rédiger vos articles dans la plupart du temps? La deuxième question est comment traitez-vous des sujets d'enquête? Je pense que c'est que la question nous vient de quelqu'un qui n'a pas encore embrassé le métier de journaliste et voudrait savoir voilà, combien de temps ça nous prend pour effectuer les recherches et combien de temps nous faut-il pour rédiger des articles dans la plupart du temps? Comment traiter des sujets d'enquête? C'est sa question. Ben, je pense que moi, je peux dire que ça dépend, qu'on peut faire parfois des petits articles dans la journée, très facilement. Même, on peut en faire, quand on fait des tout petits articles, des brèves, on peut en faire plusieurs dans la journée. C'est tout à fait possible. Quand on fait un article pour un magazine sur 5 6 pages, parfois ça prend un mois. Parce que il faut appeler beaucoup de chercheurs, il faut lire beaucoup de documents, il faut croiser
les sources, vérifier qu'on a bien compris, et puis écrire, ça prend du temps en fait, parce que Julien l'a dit au début, mais le journalisme scientifique, c'est un journalisme de précision, et donc quand on écrit, on est obligé de retravailler énormément le texte, il y a beaucoup de temps de travail sur les textes pour être à la fois très précis et très juste. Et donc ça, c'est du temps qu'il faut compter aussi. Et donc oui, parfois, ça peut prendre un mois sur un papier. Et comment traitez-vous des sujets d'enquête? Eh ben, comme une enquête journalistique normale, en appelant plein de gens, en rencontrant plein de gens, et en confrontant les points de vue, et voilà, en allant rencontrer les gens, en leur posant le plus de questions possible, et ensuite en allant vérifier les réponses, et en avançant comme ça, vraiment par la rencontre des chercheurs et des points de vue. Enfin, c'est mon opinion en tout cas. Et ma dernière question, puisque je veux qu'on termine là dans les 5 minutes, les 13h15, dans 5 minutes on termine. Ma dernière question, c'est vraiment comment couvrir la sonde dans les médias. Je reviens à cette question, comment couvrir la sonde dans les médias? Ou une façon d'y répondre aussi serait de dire, par exemple, quelles sont les erreurs les plus courantes dans la couverture scientifique, ce que les journalistes devraient éviter. Alors moi, comment couvrir la science? On a dit, il faut couvrir les résultats. Donc déjà, il faut vérifier que c'est un vrai résultat scientifique et pas une fake news. Et donc ça, c'est un élément important d'être capable de vérifier. Et donc parfois, il faut appeler les chercheurs pour vérifier que c'est un vrai résultat et que il est publié dans une bonne revue et que tout ça, ça correspond. Parce que parfois, nous, on a du mal à évaluer tout ça. Donc voilà. Comment couvrir la science? On peut couvrir les résultats, mais on peut aussi couvrir les méthodes. Et on peut aussi couvrir les gens qui font la science. Euh, et, et, et pour moi, une erreur souvent qu'on voit dans le journalisme de science, c'est les gens qui ne couvrent que les résultats sans jamais avoir d'interview, où ils ont jamais demandé au chercheur qui a eu ce résultat, qu'est-ce que ça lui a fait. Mais moi, ça m'intéresse de savoir que le jour où il a eu son résultat, où l'ordinateur a dit que le calcul donnait ça, ben, en fait, il était content, il était surpris, son chef lui a dit, bien, enfin, on a besoin c'est des humains qui font de la science, et il faut jamais l'oublier, et il faut aussi qu'on montre ça, à mon avis, à nos lecteurs, c'est de l'information, c'est important, parce que ça montre comment c'est fait, et c'est des éléments très importants. Julien, en gros, Agnès dit qu'il faut humaniser en fait les histoires scientifiques. Il faut cette dimension humaine est importante. Et pour toi, que voudrais-tu ajouter avant qu'on ne termine cette session? Ton micro n'est pas activé. Déjà, je remercie Agnès pour avoir évoqué cet aspect humain parce que, comme nous l'avons dit, le langage scientifique est parfois un peu rugueux, un peu rébarbatif, spécialisé. Donc, si nous n'humanisons pas, si nous n'humanisons pas l'information scientifique, nous n'intéresserons personne. Parce que, il faut être capable de démontrer que telle avancée, telle étude qui a été publiée, en fait, ça va apporter tel progrès dans la résolution de tel problème. Ça va apporter peut-être telle avancée dans les soins concernant telle maladie, par exemple. Ça, en ce moment, vous attirez l'attention du public. Sinon, par-dessus tout, moi, je crois que comment couvrir la science, mais comme les autres médias, comme les autres domaines, nous l'avons dit tout à l'heure, et Agnès a bien fait d'évoquer les gens, c'est-à-dire que vous pouvez faire des portraits, vous pouvez faire des reportages, vous pouvez faire des enquêtes, vous pouvez même faire des éditoriaux, des fois pour... vous voyez, par exemple, en 2000, il y a l'un des éditoriaux qui ont eu le plus de succès sur SciDev, c'était en 2000, pendant le Covid, où le rédacteur en chef de l'époque, Ben Dicton, a fait un éditorial pour dire que le, en fait, que la crise sanitaire, le Covid-19 était une occasion pour l'Afrique, n'est-ce pas, de conquérir, ou en tout cas d'avancer en termes de souveraineté sanitaire. Donc, vous voyez que même par des éditoriaux, on peut couvrir la science en démontrant qu'est-ce qui avait pu être fait à l'époque sur le continent africain en réponse, n'est-ce pas, à cette, à cette pandémie qui était la COVID-19. Donc,
tout réside dans la façon dont on aborde le sujet et dont on le rend intéressant pour le lecteur, en se demandant toujours quel est l'intérêt pour le lecteur quel est l'intérêt de ce papier, de ce sujet pour le lecteur. C'est capital, ça doit être au cœur, n'est-ce pas, de tout travail que nous voulons faire. On ne va pas écrire pour écrire, on écrit parce qu'on voudrait, encore une fois, que les gens nous lisent, que le grand public nous lise et que ces écrits puissent générer un impact. Si nous écrivons pour démontrer l'important, j'ai vu récemment en France comment les médias ont largement écrit sur des laits produits par des laits pour bébés qui ont été retirés du marché. Je crois que lorsque vous produisez de tels articles et qu'après les sociétés en question agissent sur la base, peut-être parce que, en fait, à cause de l'interpellation, à cause du travail réalisé par les journalistes, c'est un impact qu'on a réalisé et on a, de ce fait, peut-être sauvé des vies, etc. Donc, pour moi, couvrir le journalisme scientifique, il faut vraiment s'y prendre comme dans tous les autres domaines, mais en y ajoutant la précision, l'exactitude et la patience, comme a dit Agnès, parce que malheureusement, on l'a souvent, on l'a dit très brièvement, mais les chercheurs parfois ne sont pas très, très ouverts. Donc, lorsque vous vous engagez dans le journalisme scientifique, sachez que là où le journaliste sportif met 30 minutes, parce que dès qu'il passe son coup de fil, tous les acteurs du sport veulent parler, mais sachez que là où lui met 30 minutes pour produire ton papier, toi, le journaliste scientifique, ça peut être un peu plus difficile parce que le scientifique, déjà, il peut être un peu réticent pour répondre, mais parfois, il a même de la volonté, mais c'est déjà extrêmement occupé. Il va te donner rendez-vous peut-être dans 1 heure, dans 2 heures, dans 2 jours. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps pour produire un bon article scientifique comparativement à un article de fait de société ou de sport ou de culture où tous les acteurs sont même souvent ceux-là qui viennent vers vous avec l'information. Merci beaucoup, Julien. Merci, Marc. Merci, Agnès. Comme je le dis, je ne vais pas abuser de votre temps, de votre disponibilité. Alors, merci pour tout ce que vous avez pu partager avec les confrères et les consoeurs. Il faut juste aussi rappeler que le journaliste scientifique n'est pas un scientifique, il est avant tout un journaliste et il se doit de respecter dans la pratique de son métier les principes fondamentaux qui garantissent une information fiable, une information crédible, une information utile au public. Il doit rechercher constamment la vérité. Il doit vérifier ses sources, consulter plusieurs sources, vérifier les documents, confirmer les déclarations. Il doit rester indépendant, il doit éviter les conflits d'intérêts, les pressions. Il doit chercher la pluralité et sa responsabilité doit être de servir l'intérêt général. Je pense que c'est principe qui s'applique aux journalistes généralistes s'applique tout aussi bien aux journalistes scientifiques. Sauf que ce dernier, il est spécialisé en sciences, s'intéresse au monde scientifique. Il y a une belle définition que j'aime qui dit en fait que le journaliste scientifique, c'est l'œil du public dans les laboratoires. Merci encore à vous pour avoir partagé cette session avec nous. Comme Agnès l'a rappelé ou quelqu'un d'entre vous, c'est important en tout cas de former, de former parce que dans les écoles de journalisme, on n'a pas assez de sens, là, tout le monde n'a pas assez de sens d'être formé en journalisme scientifique. Donc, il faut continuer ce travail de formation, de sensibilisation, d'éducation pour que les journalistes puissent s'intéresser vraiment à la couverture de la science et pour que aussi les journalistes déjà qui couvrent les questions scientifiques puissent découvrir de nouvelles pratiques parce qu'on apprend toujours des uns des autres, des expériences qui sont différentes. Merci à toi Agnès, merci Julien, merci Marc. Donc pour les confrères et consoeurs ivoiriens et ivoiriennes qui nous suivent, Marc est la coordinatrice en fait de l'antenne en Côte d'Ivoire. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'elle pour voilà, construire, pour promouvoir ensemble dans ce pays-là le journalisme scientifique. Marc, je ne sais pas si tu as envie de dire un ou deux mots particulièrement aux journalistes ivoiriens ou ivoiriennes qui te suivent ou aux étudiants en journalisme. Merci à cette étudiante-là qui a posé la question. C'est intéressant d'avoir des questions de ceux-là qui Oui. n'ont pas encore commencé par, qui n'ont pas encore mis pied dans le métier.
D'accord, merci beaucoup. Aussi, très rapidement. Alors, pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, déjà connectés, qui se sont connectés au webinaire et qui sont intéressés par le journalisme journalisme, pardon, scientifique, qu'ils soient étudiants ou professionnels, je mets mon mail dans le chat et on pourra échanger et voir dans quelle mesure nous mettre ensemble pour rendre dynamique encore voilà cette branche journalistique. Donc, merci. Et puis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Hein. Venez pour qu'on travaille ensemble, qu'on construise quelque chose de bon ensemble, comme euh, l'ont fait nos confrères d'ailleurs, qui sont déjà membres du réseau. Donc, il faut que la Côte d'Ivoire aussi soit dynamique dans ce secteur de journalisme-là. Merci. Si nous étions sur un terrain politique, vous m'auriez vu avec une pancarte ou bien une grosse affiche. Vive le journalisme scientifique! Je n'ai pas de pancarte, je n'ai pas d'affiche, mais je le dis quand même, vive le journalisme scientifique. Merci encore et au revoir. Ok, au Merci, au revoir. revoir. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Ah, Julie.